Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour mettre en lumière les bâtisseurs d'un monde meilleur qui commence ici, à côté de chez vous, par exemple, là où se dresse un joyau du patrimoine dauphinois qui pourtant sublime l'art ottoman. Ce mariage des cultures est célébré grâce à une grenobloise qui a fait renaître la Casa Amor. Changer le monde, c'est déjà partir à sa découverte en aidant les populations, en posant sa pierre en Afrique. Un groupe de lycéens et étudiants grenoblois donne du sens à leur avenir. Et tout est dans le titre, Solidarité Énergie, un projet construit au lycée Pierre Termier, juste à côté de nos studios. Le lycée qui bâtit des ponts entre nous et le Bénin, entre notre jeunesse à nous et leur avenir à eux dans un monde plus juste. Bienvenue Christophe Gauthier. Bonsoir. C'est vous qui êtes à la baguette de ce magnifique projet. Vous êtes enseignant et chef de projet donc. Vous êtes venu avec Sven, bonjour. Sven qui a très envie de partir et Rémi qui est parti. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous allez tous nous raconter cette aventure et beaucoup de ceux qui nous regardent vont vouloir vous suivre et faire pareil, vous allez voir. Mais alors d'abord on va parler d'amour car c'est ce qui compte le plus pour l'humanité. Et pour vous Christiane, hein, c'est ce qui est le plus important, l'amour Christiane. Peut-être oui, ou l'art. Ou l'amour, oui. Et les deux à la fois, oui. Parce que c'est vrai que vous avez eu un coup de cœur, Christiane Guichard, pour un chef-d'œuvre qui illustre l'ouverture sur la beauté de ce monde, que vous appelez la Casa Amor. Amor. C'est ça, Amor. Et c'est pour ça qu'on va se parler d'amour. Bienvenue, vous êtes la propriétaire de la Casa Amor et présidente de cette association qui porte son nom. Oui, Casa Amor d'hier et d'aujourd'hui. Un Voilà. petit peu plus long, mais on fait les passerelles dans le temps. Elle fait une passerelle aussi, cette magnifique bâtisse. Elle est sur le territoire de Saint-Martin-le-Vinou. Elle surplombe toute la vallée. Elle est construite sur une petite parcelle qui s'appelait jadis la Guinguette. Et on a l'impression que c'est un édifice oriental. Il n'en est rien, c'est un édifice 100% local, isérois, fabriqué avec les matériaux locaux en hommage à cet art oriental, à cet art mauresque, Christiane. Oui, et d'ailleurs, dans peu de jours, le 27 janvier, on va fêter 170 ans. C'est-à-dire, il y a un Grenoblois qui est parti de la place Grenette et qui est allé construire ce bâtiment. Allez, racontez-nous son histoire, justement, à ce Grenoblois qui, paraît-il, s'est ruiné pour cet édifice, devenu, après, une ruine. C'est ce qu'on va voir. Expliquez-nous. Alors, avec sa femme, parce qu'il ne faut pas oublier l'importance des femmes, hein, et il a acheté ce terrain qui s'appelait la Guinguette, et il a petit à petit construit d'abord tous les vergers, les captures de sources, un peu comme à l'Alhambra, et par la suite, il a donné le temps à faire une commande d'exception, puisque c'était les premiers mouleurs de ciment. Au 19e siècle. Voilà, 1855, on venait d'ouvrir la cimenterie de la Porte de France, juste à côté. Et il a eu l'audace de mettre toute sa fortune. Alors, il avait 52 ans et en 23 ans, il a été ruiné pour construire 52 colonnes, oser la technique et surtout une maison tout en verre, tout en vitrage qui devait être magnifique à ses débuts. Oui, et qui est donc tombée en ruine. Et ce qu'on voit ici, c'était une usine, un dépôt de lait en fait, hein, qui occupait le devant de cette maison. Il y avait des camions frigorifiques un petit peu partout. Elle est tombée en ruine. Comment ça se fait, Christiane ? Ça, c'est vous, ça ? Oui, au tout début, vous avez piqué des photos peut-être de livres d'archives ou autres. On les trouve aussi sur votre site, puisque vous êtes très attaché aussi à cette histoire. Vous avez craqué, vous, pour cet édifice qui était une ruine dans les années 80. Au début des années 80, voilà. Vous qui êtes grenobloise, vous avez toujours grandi à Grenoble et vous aviez toujours été fascinée par ce bâtiment ?
Voilà, bah, c'est une histoire de toute petite d'être passée devant avec la famille dans les bras de la maman et puis d'être intriguée, mais surtout choquée parce que les années 80, c'est vraiment au niveau d'accepter les nouveaux patrimoines. Et moi, choquée parce qu'il y avait des promoteurs qui voulaient raser cette maison pour en faire un immeuble de rapport. Et là, c'est très dur d'être allé discuter avec les élus. Et à cette époque, ben, c'est vrai, une zone artisanale, ça reportait 3 sous. Alors que là, c'est vraiment un lieu qui est multiple, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui y habitent, il y a des ateliers, il y a 3 associations. Donc c'est un tiers-lieu tout tranquille qui est là, à 50 mètres de Grenoble. C'est ce que vous en avez fait, c'est ce que vous en avez fait, évidemment, mais il a fallu se battre, vous avez mis la main à la pâte. Vous n'aviez pas nécessairement de formation, les métiers du bâtiment, vous ne les connaissiez pas, mais vous aviez cette sensibilité artistique. C'est ça vraiment que vous avez voulu user pour convaincre. Vous étiez seul face aux autres pour réhabiliter cette maison au départ. Non, mais surtout, il y a toujours eu un soutien moral. Et là, ces jours-ci, c'est très important, cette année 2025, qu'il y ait un soutien pour continuer. Ouais. Parce que c'est pas fini, hein, la sauvegarde de ce chef-d'œuvre qui est en péril. Et du côté ouest, il y a vraiment toutes les fondations qui sont à sauver. Donc, vous entendrez encore parler de nous. J'aurais espéré plus de sérénité, mais on va garder de l'optimisme. Et c'est la solidarité qui fait qu'on a pu continuer. On va être là justement pour faire comprendre tous les enjeux de la sauvegarde de ce patrimoine-là. En mémoire, il s'appelait Joseph Julien dit Cochard. Qu'est-ce que ça veut dire, dit Cochard? Le nom Julien, c'est sa maman et c'est un enfant naturel. Alors, à l'époque, fauté, c'était très, très grave. Elle est morte dans une fosse commune. Elle n'a pas eu le droit d'être enterrée normalement. Et c'est tout un roman parce que lui, après, il a retrouvé le nom de son papa, Cochard. Et si vous allez jusqu'à cimetière Saint-Roch, il est enterré à côté de son papa et dans un cimetière où il a ses 2 premières femmes. Vous voyez, je vous ai dit, c'est un roman de passionnés. C'est des gens du peuple qui ont osé, mais vraiment en référence quand même beaucoup au palais du facteur Cheval, qui n'est pas si loin. Oui, qui est quand même sur le territoire de la Drôme. Il faut rendre à la Drôme. Et oui, à Haute-Rive. Bien sûr. C'était en pleine France, cette époque coloniale, avec cette fascination pour l'art ottoman, ce style néo-mauresque. C'est un mouvement européen. Tout le monde a découvert, et nous, on a les Champollion. Regardez à vif la musée Champollion. Quand Champollion a découvert une autre culture et qu'il l'a traduite, c'est un bouleversement. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Et c'est d'autant plus fort de se dire qu'il y a d'autres cultures ailleurs. Et tous les voyageurs de l'époque, que ce soit un bateau à cheval ou autre, eh bien Constantinople, c'est la grande référence, c'est Istanbul aujourd'hui. Mais tous les voyageurs, les écrivains, les artistes ou autres, passaient le grand voyage du bord de la Méditerranée. Et c'est cette découverte-là, le mouvement orientaliste. Il a été mésestimé à la décolonisation aux années 60. Mais en même temps, les artistes, eux, ils étaient là, ils ont saisi le sens de la culture. Alors, on vous voit ici décrire ces travaux nécessaires encore, ces travaux, cette maison qui a toujours besoin d'être rénovée tant elle était vraiment dans un état en total délabrement. Toutes ces beautés, ces fascinations que vous avez décrites à l'instant ont été tombées complètement dans l'oubli. Vous avez eu la chance de faire partie des projets sélectionnés dans le cadre du loto du patrimoine. Finalement, vous aviez pu avoir quelle somme dans le cadre du loto du... Pas beaucoup, 11 000 euros, 10% d'un chantier de vitraux, parce que tout le restant, les avancées, les promenoirs, tout a été malheureusement annulé. C'est déjà ça, dirait-on, grâce à la mission Stéphane Bern. Mais c'est un projecteur médiatique et beaucoup, même d'élus, ont dit, mais de savoir que nationalement, alors que c'était tout le département de l'Isère et que cette petite maison étrange portée par des gens un peu obstinés avait un regard national, ça a changé leur perception de cette maison du bord des routes. Oui, elle a retrouvé son éclat, bien évidemment, ce bleu outre-mer que vous portez d'ailleurs sur vous, ces arabesques partout, ces tulipes ottomanes. Vous l'avez transformée à votre image. Christiane, vous êtes une femme résolument tournée vers le monde. Ça tombe bien, cette maison est ouverte et grande ouverte et regarde vers l'extérieur. Et elle porte vraiment, cette maison, votre empreinte, cette empreinte d'ouverture, vraiment. C'est un choix. Il y a un petit peu de ça et là, à la manière de l'art naïf de ce facteur cheval. Ces cadrans solaires aussi.
On voit par les visiteurs, soit ils viennent vraiment de l'étranger, ils viennent loin. Il y a le roi de l'Égypte, qui est un migrant en Suisse. Mais il y a eu des gens de très très loin qui écrivent parce que bien sûr, il y a aussi des articles, ils s'en saisissent. Moi, je suis surprise qu'on nous envoie des mails. Là, en ce moment, c'est la période des vœux. C'est intéressant d'avoir des vœux qui viennent du Canada, de Suède, etc. Ou alors de Saint-Martin-du-Nous, tout simplement. Mais de gens qui disent continuer, c'est un symbole, c'est les images. C'est ça le patrimoine. Parce que cette maison, elle est classée d'intérêt public. Elle est classée monument historique. Oui. Elle n'est pas ni à moi ni aux autres. Elle est à tous ceux qui la regardent. C'est le premier monument, pardon de vous couper, mais justement, c'est le premier monument en ciment moulé, classé monument historique. C'est l'État même qui s'en est saisi. Vous aviez été d'ailleurs assez surprise. Bien sûr, et très touchée. Il y a ces jardins qui représentent beaucoup aussi pour vous. En 86, j'ai reçu un arrêté du ministre de la Culture, que c'est Jacques Lang, et c'est vraiment de dire l'architecture est classée monument historique, c'est d'intérêt public, donc tous les abords en co-visibilité, tout, et c'est là que ça gêne les enjeux d'entrée de ville, parce que protéger les abords, on ne peut plus faire des autoroutes, des tunnels, etc. Et c'est très complexe ensuite à porter tout ça. Là, c'est compliqué déjà, c'est ce que vous aviez fait. On voit ce pont qui est une réplique en fait de celui qui est présent au Jardin des Plantes, ce pont en qui béton. Est juste à côté. Là aussi, c'est un prototype. Nous aussi, on aime bien les passerelles entre science et art, et surtout les techniques et les restaurateurs de ciment. On reçoit des chercheurs un peu de partout qui viennent voir ce que nous, on a fait sur les garde-corps, avec des fibres de polypropylène, des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a des chercheurs, il y a des étudiants, il y a des gens qui viennent. On n'est pas subventionné pour ouvrir les portes au public, on n'est pas obligé d'ouvrir les portes du public. Mais il se trouve qu'on a un petit foyer qui ouvre ponctuellement comme ça et pour répondre aux questions. Mais votre porte est toujours ouverte, il y a souvent du monde aussi. Elle se visite aussi cette... Voilà, mais c'est pour les visiteurs qui sont là. Il faut être patient, il faut vouloir visiter. Mais oui, regardez, c'est pas ouvert tous les jours. Regardez, on est là, il n'y a personne pour ouvrir la porte aujourd'hui. Pourtant, il y a un artisan qui est en train d'essayer de calfeutrer une vieille porte de 170 ans et ça travaille. Mais il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'aide pour avoir des guides permanents. Ça, c'est vous ou pas ? Oui, c'était les premiers jours. Il y avait une artiste, photographe du coin qui a pris les photos. Les cheveux blanchissent, les utopies aussi. Mais les photos ont pris de la couleur et vous aussi, justement. Parce qu'on rappelle que c'est chez vous, donc. Mais vous vous entourez, vous faites travailler aussi des gens très volontiers. Vous accueillez des Racines et des Ailes, par exemple. C'est vraiment un établissement que vous tentez de faire rayonnant autant que possible. Des artistes cette année dans les jardins, surtout valoriser les jardins. Je parlais avec les étudiants de la lumière. La lumière dans un jardin, ça ne peut être que du naturel. Même dans un jardin d'hiver, comme celui-ci. Là, il y a le jardin d'hiver. Et des artistes qui puissent travailler sur des sculptures de ciment. N'oubliez pas, les jardins, c'est toujours des jardins de sculpture, c'est des jardins créatifs. C'est simple, Au début, il y avait des statues, des bassins, des fontaines, Tout a été détruit par les entrepôts Le Mont-le à côté. Maintenant, il faut ressourcer, redonner sens, redonner plaisir, intriguer, poser des questions, rêver, dessiner, filmer. Il y a des clips musicaux, il y a des personnes qui viennent très, très différentes qui viennent. Du rap. Il y a eu un clip de rap qui a été tourné. Voilà. Mais il faut dire que cet intérieur, je pense qu'on peut voir cet intérieur, ce jardin d'hiver qu'on a vu, est quand même absolument sublime. Donc il a été restauré, les vitraux sont là aussi, même s'il y a toujours besoin encore de rénovation. C'est un lieu absolument unique. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous les garçons. Regardez ça. C'est la première fois que je vois que je le vois et c'est sûr que ça a l'air assez somptueux et joli à voir. Vous voyez ses entrailles, en tout cas. Et c'est à l'intérieur. Et vous voyez, dans l'école du patrimoine, l'année passée, il y avait des étudiants d'archi qui ont appris à prendre la truelle et du ciment.
Il y en avait qui étaient sur le lycée horticole et qui sont en formation, qui sont descendus, qui ont appris à tailler les rosiers lianes. Et puis il y en a d'autres comme Zoé qui est ici, qui elle est sur le graphisme et est en train de faire les plans d'accès pour pouvoir arriver, faire comprendre aux gens qu'on est à 50 mètres de Grenoble, mais qu'on est la banlieue d'à côté. Alors comment on y accède, c'est un petit peu difficile à expliquer. Hein. On précise, Zoé, c'est une étudiante qui est ici sur notre plateau et qui représente aussi la suite et la continuité. Juste, on peut rappeler que tout n'est qu'illusion, car on a l'impression que ça surplombe tout, alors qu'en fait, c'est quasiment au niveau du sol, mais elle est sur cette petite colline. Donc, c'est pas un grand palais, c'est un petit palais. C'est une en termes petite d'habitation, c'est tout petit. Ouais. En termes d'espace, c'est vrai que c'est tellement ouvert, c'est théâtral. Mis sur le rocher, c'est le premier monument de la Chartreuse. Bon, elle a une drôle de tête pour une maison de Chartreuse, mais en même temps, de ce côté-là, sur l'accès, et c'est ce côté insolite qu'on veut préserver, c'est ce droit à être différent, à avoir d'autres bâtiments, même si on a des difficultés de permis de construire, d'oser prendre du bleu. Bon, c'est tout à fait pas dans les normes. On n'est jamais dans le bon tiroir quand il s'agit d'autorisation officielle. Même là, c'est vraiment une passoire thermique. On a très, très froid en ce moment, c'est affreux, mais on ne peut pas changer les fenêtres, on ne peut rien faire. Voilà, c'est classé. Moi, je voudrais qu'on la revoie encore parce qu'on peut... elle semble faite de marbre. Elle est faite en fait avec le ciment moulé, réalisé à partir des cailloux de l'Isère. Et cette teinte chamoisée, c'est la réaction du ciment à l'extérieur, à l'air et au soleil. C'est ça? Voilà. Et il y a deux inventeurs qu'on cite toujours dans les visites. C'est Louis Vicat qui a inventé la formule du ciment artificiel. C'est mondial. Hein, vu les échos qu'on peut avoir du Brésil ou d'ailleurs, on le sait. Là, nous, dans notre banlieue, ils savent tout ça. Et puis, il y a Guimet, c'est le bleu d'outre-mer, c'est le pigment bleu d'outre-mer. C'est ce qu'on rencontre justement dans les livres que certains dans l'association... comme on n'est pas une institution, on n'est pas aidé pour les productions de livres, là, on les a sortis. C'est un Ils roman. sont beaux. Regardez cette association. Casamore, vous la... D'hier et d'aujourd'hui. D'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Chat, les deux petites chattes que tu as vues là. Oui, c'est ça. DS, il y a des chats aussi Voilà. chez vous. Ça. Regardez, vous éditez donc ces livres, donc Palais Oriental de Joseph Julien dit Cochard, pour rendre aussi à son créateur eh bien, ce que nous lui devons, bien sûr. Vous avez une association qui est soutenue par des artistes. On salue notre dessinateur préféré, Clé de 12. Enfin, préféré, pardon. On aime tous les dessinateurs grenoblois, bien évidemment. On pense à Jacques-Marie Francillon, vraiment toutes ces personnes fascinées par l'image et qui vous soutiennent et qui vous accompagnent toujours. Oui. Et Voilà. c'est très important, Ouais. surtout ce printemps, parce que 170 printemps de la Casamore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en grande manifestation, on n'est pas subventionné, mais tous de cœur, il va y avoir des séries de petites choses positives qui vont aller continuer. Il y a les jardins sauvés, il y a les friches. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. Alors, merci de nous accueillir une nouvelle fois, parce qu'on a envie de dire, c'est pas une maison sous la poussière, c'est une maison où il y a des énergies. Et c'est aux gens de nous proposer des projets complémentaires aussi, de venir. C'est comme ça qu'on peut s'ouvrir à des moments donnés. Donc elle vit avec son temps, complètement, cette Oui. maison. Oui, oui, oui. Bien sûr, puisqu'elle a accueilli l'émission 38 à table de Télé Grenoble. Donc non seulement il y a des clips de rap, mais il y a aussi des recettes 100% iséroises étoilées qu'on peut réaliser. Vous pouvez vous retrouver tout ça sur notre antenne et sur notre site télégrenoble.net. Ça vous inspire quoi, Christophe Gauthier? Qu'est-ce que vous voudriez... Comment est-ce que vous pourriez rejoindre cette association alors pour... Déjà, d'un point de vue de l'architecture, je trouve ça absolument magique. Cette maison que je vois depuis bientôt 54 ans, à chaque fois que je passe à côté. En bas. Donc je viendrai la visiter, c'est sûr, un jour. Et non, oui, ça m'inspire aussi, vous avez dit, une ouverture, un lieu d'échange, une ouverture finalement, une ouverture sur la vallée grenobloise, mais aussi du fait qu'il y ait des artistes qui viennent, des artisans, des étudiants. Un lieu de partage, d'ouverture, et c'est quelque chose que je vais peut-être redire après quand je parlerai de mon projet, mais c'est quelque chose qui me semble extrêmement important en ce moment, parce que les gens sont en train d'avoir un rétrécissement optique, je ne sais pas comment on dit, des œillères comme ça, un repli communautaire, identitaire. Et Certains, heureusement. Heureusement que ce n'est pas tout le monde, il y a de l'espoir quand même encore, il y a des jeunes. Et donc voilà ce que ça m'inspire, votre maison. Où est-ce qu'on va les mettre, ces photovoltaïques? Là, ça va être compliqué, parce que ça va être moche. On n'a pas le droit on a posé la question pour le jardin d'hiver pour avoir moins chaud, moins froid.
Et non, on nous voit du haut de la Bastille, donc il est hors de question. Pourtant, ça fait des années qu'on aurait bien aimé climatiser les plantes. La technologie nous réserve encore bien des surprises. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais vraiment, bravo Christiane Guichard pour votre énergie et tout ce que vous avez accompli déjà depuis toutes ces années et qui reste encore à accomplir. Votre porte est ouverte et vous allez découvrir le bleu dans les yeux de Christiane si vous poussez la porte, qui en plus, la porte est magnifique. Elle est vraiment tracée dans les reliefs de la Chartreuse qui lui fait face. C'est magnifique. C'est ça, non, non, du Vercors. Du Vercors. Et on doit faire un deuxième portail. C'est rien du tout, c'est 15 000 €. Et on va pas tarder à vous dire, allez, le financement participatif, aidez-nous à faire une porte-montagne avec des étoiles. Un nouveau loto, notre loto à nous du patrimoine. Merci. Allez, une nouvelle découverte tout de suite. Quand on parle du repli, quand on parle des œillères, peut-être de ce fameux outil aussi sur lequel les étudiants, les jeunes ont souvent les yeux rivés, eh bien c'est peut-être, alors c'est pas nécessairement une idée reçue, c'est une réalité, mais heureusement il y a des projets sacrément ouverts sur l'extérieur. Ce projet, il s'appelle Solidarité Énergie. C'est vous qui l'avez mis en place, Christophe Gauthier, vous êtes enseignant, c'est plein de lettres, votre spécialité. Alors il y a des 2, des I, des S, des trucs, alors expliquez-moi. Alors, je vais essayer de les donner dans l'ordre. Donc là, avec moi, il y a 2 élèves de bac technologique STI 2D, donc qui travaillent dans la technologie et le développement durable. STI 2D, sciences et technologies de l'industrie, du développement durable. D'accord. Ça, Rémi, tu es en terminale, c'est ça ? Et Sven qui est en première. C'est ça. Même spécialité, c'est ça ? Même non, c'est pas ça. STI 2D. STI 2D, voilà. Oui. Voilà. Et donc, dans le cadre de ces projets, STI 2D, c'est quoi ? C'est un bac général, c'est un bac technique ? C'est un bac technologique. Technologique. Ouais, Okay. Qui donne accès à des poursuites d'études comme tous les bacs, plutôt en filière, en poursuite d'études en BUT, en bachelor universitaire technologique. En BTS aussi ? Et aussi en BTS. Ouais. Vous en avez ? Nous avons des étudiants. des BTS au lycée Pierre Termier, oui. Au lycée Pierre Termier, ici à Grenoble. Et donc, depuis une bonne paire d'années déjà, vous avez réalisé ce beau projet. Il faut s'entourer de partenaires, il faut s'entourer aussi pour pouvoir financer ces projets-là. Mais l'idée, c'est de faire partir les jeunes et de leur faire mettre la main à la pâte pour aider les autres et en même temps renforcer leurs connaissances tout en se traçant un avenir. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Très bien résumé, c'est exactement ça. Alors, regardez, on y va tout de suite. Pour ça, il faut prendre l'avion. Là, en fait, on est en octobre dernier. En octobre 2024, vous êtes parti avec une dizaine de jeunes. Vous avez atterri au Bénin, cette fois-ci. Pas nécessairement les années précédentes. Vous changez de destination chaque année ? On était allé au Bénin en 2016, mais effectivement, on va dans des pays différents en fonction des différents projets que je peux trouver en rencontrant des gens. Voilà, donc vous aviez identifié le besoin d'installation photovoltaïque au Bénin, c'est-à-dire en fait, comment est-ce que ça se prépare ? Il faut aussi renforcer les connaissances quand on est seulement en première. On a déjà les notions de ce que c'est qu'une installation photovoltaïque comme celle-ci, Sven, quand on est en première ? En fait, on les travaille en cours, puisqu'en fait, en première, on a 6 heures d'enseignement, on va dire, commun, qui est en fait du cours théorique, et en fait, on a 6 heures de TP, dans lesquels on aborde soit par des mini-projets, soit par des TP un peu plus courts. Et en fait, on travaille différentes parties, différents termes techniques pour pouvoir arriver à mener ce projet à bien. Et n'importe quel projet, parce que vous voulez partir, on ne sait pas encore exactement quel sera vraiment le projet qui sera choisi. Donc il faut des connaissances très générales en fait pour pouvoir s'adapter à ce moment-là. Le projet est tout le temps le même, c'est toujours autour du photovoltaïque. Donc d'un point de vue technique, j'amène toujours des apports techniques pour que les élèves puissent travailler sur cette partie-là. Après, sur la partie préparation de la mission à l'étranger, avant le départ, il va falloir qu'on travaille, que les élèves fassent des recherches sur le pays dans lequel ils vont aller,
pour voir l'aspect un petit peu géographique, historique, culinaire, artistique, Oui, c'est culturel. global en fait. Voilà, c'est très global. Alors, si on s'arrête juste à la technique, c'est quand même, à la technique du chantier lui-même, c'est quand même, il faut des gros bras. Je vois qu'il y a que des garçons. Pourquoi? C'est une filière qui intéresse pas les filles encore? Eh ben, ça n'intéresse pas beaucoup les filles. On n'a aucune raison ouais, on ne sait pas pourquoi, mais on a très peu de filles. Et Le là, béton, donc, ouais. là, parce que là, en fait, Ouais. vous réalisez quelque chose qui est très physique aussi, un chantier. Oui, mais les filles et les femmes peuvent faire des travaux physiques aussi. Bien sûr, regardez Donc, Christiane, hein, enfin. Faire un peu de plâtre, de ciment. Mais bien sûr. Et donc, non, ouais, ce serait vraiment ouvert à tout le monde. Mais voilà, donc on a que des gars. Alors, sur les missions précédentes, j'ai eu quelques fois des filles qui sont venues. Et ici, en l'occurrence, donc que des garçons qui sont partis donc de pas grand-chose sur ce site-là. En quoi est-ce qu'il consistait alors ce projet? Il y a donc un besoin. En l'occurrence, c'était dans un centre de santé. Oui, un centre de santé de Brousse, hein, donc, qui est un énorme, on appelle ça un dispensaire sur place, mais qui est donc un centre de santé qui permet de soigner beaucoup de gens qui sont souvent dans un milieu rural, donc ils peuvent pas aller, ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'à la capitale ou la plus grande ville la plus proche, Cotonou. Donc ils avaient un accès à l'électricité mais qui était insuffisant, ils avaient un accès à l'eau qui était aussi insuffisant, donc on est venu compléter toute cette installation en rajoutant des panneaux photovoltaïques, des pompes. Ainsi que, ici en l'occurrence, je dis ces images, ce sont les vôtres, hein, et Oui. elles sont super bien faites. Hein. Là, on est sur un autre site, puisqu'il y a eu 2 chantiers. Oui. Le deuxième chantier, c'était Alada. à Alada, donc encore plus dans la brousse. La logistique, Rémi pourra confirmer, la logistique n'était pas simple. Ça, on va voir avec Rémi dans un petit Mais instant. on s'est retrouvé donc sur ce chantier qui n'était pas prévu au départ. Mais voilà, donc on l'a réalisé, les élèves l'ont réalisé parfaitement. Et donc c'est une famille qui accueille des jeunes déshérités du secteur. Donc, qui les nourrit, qui leur donne un accès à l'école et qui les forme dans les métiers de l'agriculture, Et donc en situation difficile. en situation très difficile. Oui. Vous les avez réalisés de A à Z, ces chantiers? C'est-à-dire, vous arrivez, il n'y a rien, vous repartez, Quasiment. c'est terminé? Quasiment. En 12 jours, 13 jours? Oui. Alors, beaucoup de planification, beaucoup de préparation. Donc là, c'est le moment que je parle de notre partenaire principal, Énergie sans frontières, qui est une association de bénévoles. Qui nous fournit le matériel, qui prépare la logistique du matériel, parce que transporter tout le matériel par C'est des panneaux. container, les C'est panneaux, lourd. plus des batteries, des câbles, c'est beaucoup de travail. Les sacs de ciment sont sur place? Les sacs de pour ciment faire le sont béton? sur place. D'accord. Alors en fait, on essaye tout le temps d'amener une partie du matériel parce que c'est des dons d'entreprises françaises. Donc le matériel qui est gratuit, on le transporte sur place. Mais après, sur place, on essaye de faire vivre le marché local en achetant tout ce qui nous manque sur place, donc le ciment, certains câbles, certains composants électriques. D'accord. Et évidemment, Rémi, quand on prépare tout à la virgule près, rien ne se passe comme prévu. C'est ça. C'est ça. On a eu une suite d'imprévus, donc une obligation de devoir s'adapter au fur et à mesure. Comme l'a dit Christophe, le deuxième chantier n'était pas le chantier prévu avant de partir. C'était quand même un chantier assez incroyable. C'est-à-dire, il y en avait un deuxième, mais c'était pas celui-là. C'est ça. C'est ça. Donc là, il faut réfléchir vite et tout refaire. Vous n'avez pas refait les plans quand même. Non, en fait, c'était un projet qui était prévu par Énergie sans frontières, mais pas prévu pour nous. C'est-à-dire qu'ils étaient censés le faire une fois que nous, on était partis. Mais suite à un problème sur le premier chantier, on a du coup dû décaler tous les plans et se réadapter, que ce soit pour le logement, pour les déplacements. Donc, s'adapter, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un imprévu? Eh bien, on réagit en groupe aussi. Et ça, c'est vraiment au cœur du projet. La mission, c'est certes des projets pour aider les populations, mais le cœur, c'est de vous faire grandir, vous les ados et jeunes adultes. Vous n'avez plus vraiment la même notion de confort. Là, on redéfinit la notion de confort, Rémi. Oui. Là, c'est le jour et la nuit entre chez nous et quand on était sur place. Les conditions sont différentes. Alors, nos professeurs nous ont prévenus un petit peu à l'avance, mais ça reste quand même, une fois arrivé sur place, un vrai choc.
de se rendre compte qu'en fait, nous, on vit dans le grand luxe. En fait. Nous, vraiment, on est dans le luxe et on s'en rend pas forcément compte avant d'aller sur place et justement de vivre même 2 semaines. Ça permet de se rendre compte un peu. Mais est-ce que toi, Rémi, tu fais partie de ces ados qui ont grandi avec un téléphone, qui regardent pendant la pause, à la récré, en sortant, en attendant le bus, en allant. Voilà, on regarde pas les autres. C'est-à-dire, on regarde le téléphone, on regarde les autres, mais finalement, on ne regarde pas autour de soi. Est-ce que, je sais que tu es très tourné vers l'extérieur, les sports de pleine nature, tu fais de l'escalade, mais néanmoins, est-ce que forcément, les temps veulent ça, en fait? C'est ça. J'ai eu, dès que je suis arrivé en 6e, j'ai commencé à avoir mon téléphone portable. J'ai vite eu une addiction pour le téléphone. À la maison, je suis très sur tout ce qui est jeux vidéo et c'est sûr que j'ai tendance à me renfermer un peu vers l'intérieur et à effectivement moins regarder ce qui se passe autour de moi et que ce soit rien que autour dans la rue mais, ou autour dans ce qui peut se passer dans le monde. Oui, et finalement, vous vous êtes retrouvés dans cette aventure qui était vraiment pas banale. Donc là, vous avez redécouvert ça. En fait, l'extérieur, le monde, les jeunes, votre âge, c'est-à-dire la vie, la vraie, la concrète, elle a pris du sens pour toi? On découvre un autre monde en fait. Je l'avais pas imaginé. Enfin, je l'imaginais pas avant d'y aller. Et là, je découvre que notre monde, il s'arrête pas juste aux frontières de la France. En fait, il va beaucoup plus loin et c'est pas du tout pareil. Il y a ces enfants, il y a ce que vous leur donnez, ce qu'ils vous rendent. C'est ça, c'est que nous, on vient apporter. On vient surtout, alors, déjà s'instruire en faisant les chantiers et apporter un peu ce qu'on peut apporter. Et les enfants nous le rendent avec leur sourire, leur envie de venir discuter un petit peu avec nous. C'était très magique et très émouvant. Mm-hmm. Ouais, moi je rebondis sur ça. Une notion qui est importante, c'est le partage. Le partage, déjà, là, vous avez essayé d'attraper un coq, mais pourquoi donc? Il paraît qu'il vous réveille à 5h du matin, ce coq. C'est ça. C'est bien aussi, non? Disons qu'on n'était pas tous des lève-tôt et que le soir, on avait tendance un peu aussi à jouer un peu avec des locaux qui nous aidaient sur le chantier. C'était des étudiants qui habitaient au Bénin et qui sont venus nous aider sur le chantier et qui nous ont apporté aussi une partie de leurs connaissances. Et du coup, on passait les soirées à jouer avec eux et à pas forcément se coucher très tôt. D'accord. Donc le lendemain matin, c'est sûr qu'on préférait se réveiller à 7h qu'à 5h. Voilà, avec un coq que finalement vous n'avez pas eu. Non. D'accord. Qu'est-ce que vous comptiez en faire, le pauvre? Juste l'attraper, c'était la première mission. C'était pas une mission facile. D'accord, ok. C'est vrai que ça change des jeux vidéo, c'est bien les vrais jeux comme ça aussi. Ça vous a changé aussi pour aujourd'hui, depuis que tous, en fait, ce groupe-là, et toi en particulier, depuis que tu es revenu? C'est dur de dire que ça a changé mon mode de vie actuel parce que 13 jours, c'est assez peu, en fait. Mais ça reste un choc. Mais ça reste un choc, mais je trouvais que c'était pas assez pour vraiment complètement se remettre en question et refaire un peu son mode de vie une fois de retour en France. Mais tu as cette intention? C'est compliqué. D'un autre côté, on a envie de dire oui, il faudrait qu'on change, mais c'est dur aussi de se dire que on est quand même bien là comme on est et l'entre-deux est dur à faire. Et toi, Sven, justement, c'est ce que tu comptes faire aussi, en fait? Globalement, oui. Alors après, même régulièrement, en fait, entre copains, on peut se le dire et il y a des fois, on remarque, en fait, on est quasiment tous sur nos téléphones et c'est vrai, on y discute même entre nous, on pense qu'une déconnexion un peu et de retourner à ce qu'est la vie, en fait, sans être tout le temps attaché à un objet connecté, c'est quand même ça la vraie vie derrière. Voilà, ça fonctionne déjà avant même le projet, Christophe. Et là, c'est vrai que sur place, de toute façon, il n'y a pas de Wi-Fi. Et la 4G, ça devait passer par moi pour acheter les cartes SIM, mais j'ai refusé d'acheter des cartes SIM. Après, ils pouvaient en acheter plus tard, mais finalement, ils s'en sont passés. Et ça se passe très bien comme ça. Et ils en sont venus à essayer de capturer un coq, imaginer un piège, mettre des poulies, mettre des feuilles, mettre des miettes pour l'attirer. Voilà. Enfin, exactement. Ça a ouvert, moi je trouve que il est vraiment très marquant cet épisode avec le coq, parce que du coup, ils l'ont dit, même les élèves, oui, le fait qu'on n'a pas de téléphone, on a dû trouver des choses à faire, et
Et voilà. Il faut ils sont partis dans le retrouver projet. ça. Oui. Retrouver ça. Les deux, parce qu'on ne dit pas que le téléphone, Non, c'est tout à mal. fait, bien sûr. On dit que voilà, il faut aussi avoir ce sens du juste milieu. Donc on a compris, toujours appel à tous les partenaires qui veulent bien vous soutenir, que ce soit pour du matériel, que ce soit pour financer aussi les prochains déplacements. Il y a toujours besoin de partenaires ici aujourd'hui. D'ailleurs, Sven pourrait dire un petit mot sur Ah. une action qu'on va démarrer demain. Voilà, mais j'ai juste commencé à faire un peu de recherche parce que l'objectif c'est d'organiser un jeu pour vendre des tickets et ramener de l'argent Pour qui l'année prochaine. retournait pour l'année prochaine. Donc, moi je suis parti du constat que les jeunes à l'heure actuelle aimaient bien tout ce qui était les escape games et les laser games. Et j'ai regardé en fait qu'est-ce qui se passait autour du bassin grenoblois dans sa globalité. Et en fait, il y a quasiment une vingtaine d'entreprises qui proposent ça par ici. Et donc, je leur ai envoyé un mail. Et j'ai eu beaucoup de réponses positives pour la plupart. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ramené à peu près 600 € de lot pour organiser ça. Organiser quoi alors un escape game participatif pour financer vos prochains Plutôt, prochaines en fait, c'est vraiment sous le format d'un jeu. En fait, on va mettre une photo de l'équipe qui est censée partir. D'accord. Et le but, c'est de trouver la juste taille. D'accord. Eh ben, on se tient au courant aussi sur le site de votre On pourra asso. trouver un lien pour participer à ce jeu sur le site solidarité-énergie.org. Donc sur la page d'accueil, il y aura le lien pour faire des estimations, pour essayer de gagner ces super lots. Bon, eh ben, on a été très très bavard. Merci encore à vous pour ce projet. On vous garde un petit peu parce que vous avez aussi des petites recommandations pour nous. Avec deux styles, deux salles, deux ambiances, comme on dit. On commence avec As a New Revolt, qu'on adore. C'est ça. C'est votre bon plan. C'est un groupe grenoblois qui déchire. Oui. Expliquez, oui, je vous écoute. Pourquoi je les eux avais vus en première partie d'un autre groupe et ça a été une gifle musicale parce que c'était vraiment un mélange de pas mal de musique que je peux écouter. Et beaucoup d'énergie, de l'énergie pure, je trouve, brute. Voilà. As a New Revolt, donc un groupe grenoblois qui déménage et c'est effectivement sensationnel. On les aime beaucoup. Une autre ambiance c'est avec Sven, c'est ça? Alors là, c'est le contraire. On prend de la hauteur et on écoute, mais c'est des grenoblois aussi. Tout à fait. C'est qui? Il s'agit du groupe Choubaïou Quartet. Alors moi, je les ai découverts dans une petite salle à Crolles qui s'appelle le Perchoir. Et donc dans laquelle j'y suis allé pour grimper. En fait, comme il y a la rediffusion du concert dans la salle d'escalade, j'ai vu leur concert en partie. C'est juste et après, génial. je suis allé les écouter plus en détail dans la salle. C'est ça. Choubiao Quartet, c'est de la trance mongole. C'est ça. Voilà. Et c'est génial. Ils sont des grenoblois qu'on a hâte de retrouver ici. On a aussi, alors Rémi, nous on grimpe. On dirait là qu'on est au resto, mais pas trop. C'est-à-dire oui et non. C'est un peu les nouveaux tiers-lieux, ces nouvelles salles. C'est ça, c'est des nouvelles salles qui ont ouvert. Donc il y en a une qui a ouvert justement à côté de Grenoble et qui ont ouvert un peu partout en France. C'est des salles qui permettent... C'est Vertical Art. C'est ça, Vertical Art. C'est une salle qui permet bien sûr de faire de l'escalade, mais aussi avec un coin détente, avec un restaurant. Et ils organisent plusieurs événements et ça permet de créer un endroit chaleureux avec une très bonne ambiance et dans laquelle moi j'adore passer du temps et où j'y vais vraiment régulièrement pour un peu m'évader des cours qui peuvent des fois être un peu longs et du coup avoir un moment plaisir et détente. Et rencontrer d'autres passionnés de Et grimpe. rencontrer d'autres passionnés. Bien sûr, puisque je crois que tu grimpes 2 à 3 fois par semaine minimum. Waouh. On grimpe encore avec Christiane. On a dû faire une petite sélection parce que vous avez un coup de cœur par seconde. Le téléphérique, ça c'est unique et on en est très fiers ici à Grenoble. Et vous, c'est un de vos coups de cœur, Christiane. Ah oui, c'est une tradition d'enfance et de voir la vallée qui grandit, mais de voir des fois les lumières qui s'éclairent le soir, de voir les montagnes. Et de voir les montagnes comme ça, on sait à quel point ça nous remet en question les petites poussières face au côté grandiose de nos montagnes. Donc le téléphérique qui fête cette année en 2024, c'est 90 ans, bientôt 91. Et puis vous avez un coup de cœur plus artistique, celui-ci pour le musée Hébert.
Oui, c'est un musée du 19e avec son jardin, mais en ce moment, allez voir dans le jardin, il y a des bottes de jardinier qui sont géantes, il y a de temps en temps, ils s'ouvrent et tous les 11 musées du département, on a de la chance, il y a des thèmes et habillez-vous. Et c'est vraiment sur à chaque fois de l'impertinence, mais c'est un moment sensible dans un musée qu'on connaît pourtant. Oui, absolument. Le musée Hébert qui est à La Tronche. Merci beaucoup, Christiane, pour ces bonnes idées, ces bons plans. Merci à vous tous de nous avoir décrit cette jeunesse qui se bouge aussi pour changer son quotidien, changer le monde de nous tous. Et changer le monde, ça commence ici, au bas de sa porte. Ça rappelle une chanson de Michael Jackson, ça, Man in the Mirror. On commence pour changer. Il faut d'abord... ça commence par soi. Merci à vous tous encore de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.